Bonsoir, comme chaque mardi, on se retrouve pour un nouveau numéro de MagEco. Aujourd'hui, je reçois l'association Métimer avec sa coordinatrice Alexina Paya. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous reçoit aujourd'hui suite à une réunion qui s'est tenue vendredi avec les professionnels de la mer, représentés par l'association Métimer. Parlez-nous un petit peu de la raison de cette réunion. Alors la raison de cette réunion, en fait, c'est né d'une réunion à Métimer avec notre conseil d'administration et donc en fait de l'inquiétude de nos membres face à la situation post-Irma plus 2 ans. Ils ont beaucoup de questions, attendent des réponses. Vous avez à la suite de cette réunion rédigé une lettre que vous avez envoyée donc au service de la préfecture et de la collectivité pour être reçue. On va essayer de revenir sur ces 12 points pour éclaircir un petit peu chaque problématique et expliquer un petit peu ce que vous défendez. Alors, premier point, sur le pont de Sandy Ground. Alors, le pont de Sandy Ground, en fait, il y a une première phase de travaux qui a débuté il y a 1 mois maintenant, à peu près, qui est censée se terminer mi-décembre et reprendre 1 mois plus tard pour une durée de 1 mois. Est-ce que les délais vont être respectés? On espère, mais les professionnels ne sont pas forcément confiants. Et en plus de ça, il n'y a pas eu de concertation avec les professionnels avant de lancer les travaux. Donc, on se demande si ça n'aurait pas été nécessaire pour avoir un peu plus de pertinence pour les usagers de la mer. Donc, ce que vous voulez pour ce premier point, c'est un calendrier sur les travaux. Exactement, oui, un calendrier. D'accord. Deuxième point concerne la Marina Royale. Donc, l'état de la Marina Royale et sur les places pour accueillir les bateaux, c'est ça ? Alors, pas que. De toute façon, c'est un état général de la marina. Pour le coup, il n'y a pas que les acteurs du nautisme, mais il y a aussi les personnes qui tiennent des restaurants, des boutiques de prêt-à-porter, etc. Donc, on sait qu'il y a des projets prévus à très long terme sur cette marina. Maintenant, ce que les personnes veulent, c'est vraiment qu'il y ait des travaux, voire temporaires, pour pouvoir avoir une vie convenable aux abords de la marina. Donc ça serait par exemple mettre en place des quais flottants, donc bon déjà enlever ce qu'il y a dans la marina, et puis ensuite aussi sécuriser par rapport au parking de Saint-James. Il y a toujours des épaves dans la marina, pas que des épaves, des tôles, enfin elle n'est pas du tout praticable actuellement. Troisième point, donc le lagon de Sandy Ground. Oui, alors au niveau du lagon, bon, ça rejoint forcément avec le problème de la Marina Royale. Donc il y a un problème de dragage en effet, parce que donc, les bateaux à fort tirant d'eau ne peuvent pas passer du côté hollandais au côté français pour accéder au chantier. Donc le dragage, c'est la profondeur. Voilà. Ensuite aussi, il y a toujours le problème des épaves. Il reste 126 épaves du côté français. On sait qu'il y a un appel d'offres qui a été attribué, mais on n'a toujours pas de calendrier sur l'enlèvement et le traitement des bateaux. Donc on aimerait être éclairci sur ce point. Et voilà. Ensuite, la Marina Fort-Louis. Alors je vous l'ai dit, il y a 12 points, donc on va essayer de les faire. Ouais. Marina Fort-Louis. Alors, la Marina Fort-Louis, donc elle a 60% de ses activités depuis Irma. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est absolument pas informé des travaux qu'il y a à voir et pareil du calendrier. On n'a vraiment aucune information là-dessus. Donc, c'est quand même un spot très important. C'est notre seule marina qui fonctionne actuellement pour le nautisme. Donc, les sociétés de location sont très demandeuses concernant ces infos et pour le moment, on n'a pas de quoi leur répondre. Donc toujours sur les marinas, la marina de Lens-Marcel. Pour le moment, elle fonctionne à 30% et on n'a vraiment aucune information concernant le futur de cette marina. Ensuite, vous avez signalé un manque de considération par les institutions. C'est-à-dire que le nautisme n'est pas forcément tout le temps pris en compte. C'est-à-dire que les professionnels, qui sont nos membres, estiment en effet qu'il y a un manque de considération de leur métier parce que ils n'ont pas forcément, ils n'ont aucune réponse aux questions. L'association permet de répondre à certaines questions, mais pas à toutes. Et c'est vrai qu'ils ne se sentent pas écoutés et aussi pris en compte lorsqu'il y a des décisions à prendre dans les projets à venir qui sont collectifs. D'accord, on continue. Alors, les professionnels ont signalé donc, un manque d'investissement sur Irma pour se développer suite au passage du cyclone et les dégâts qu'ils ont pu subir. Il y a un petit blocage au niveau des banques, comme beaucoup d'entreprises, mais peut-être plus pour les professionnels de la mer, on leur fait moins confiance ?
Alors ça, je ne peux pas vous dire exactement, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les professionnels qui ont réussi à tenir le coup avec Irma et qui veulent aujourd'hui s'investir, voire innover, ont des difficultés à contracter des aides ou des prêts bancaires. Et donc, voilà, ils n'arrivent pas à développer leur activité et que bon, forcément, pour le territoire, il y a un impact parce que sur l'emploi, ils ne peuvent pas retrouver leur situation d'avant Irma. Et encore moins se développer. Les assurances, un problème aussi avec les assurances, c'est aussi un problème commun que rencontre oui, un voilà. petit peu tout le monde. Dans le nautisme, encore, on va dire que c'est encore plus développé parce que les sociétés n'arrivent même pas à s'assurer. Donc, c'est-à-dire que les sociétés qui ont des bateaux à louer, des fois, ne trouvent pas d'assurance. Et quand c'est le cas, c'est avec des cotisations qui ont triplé, voire même plus. Et ensuite, pour les locaux des structures, ils sont parfois en zone inondable ou autre, et du coup, ils ne sont pas assurables non plus, donc avec le matériel qui va avec. Alors pour ceux qui ont pu se relancer après Irma, faire des investissements, aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont prêts. Donc pour certains, ils sont prêts à accueillir des touristes. Le problème, c'est qu'on manque de tourisme et on manque justement d'hébergement pour pouvoir accueillir ces touristes. Il y a certains opérateurs des activités nautiques qui ont malgré tout réussi à réinvestir dans du matériel, à refaire une petite structure, voire temporaire, pour pouvoir relancer leur économie. Après, il s'avère qu'il n'y a plus autant de touristes qu'avant Irma, et ce dû au manque de structure, notamment par rapport au parc hôtelier et aussi aux marinas. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à rentabiliser leur investissement qu'ils ont fait ? Tel est le souci. Et qu'est-ce qu'ils attendent justement, puisque c'est un problème que tout le monde rencontre, le manque de touristes, comment ça pourrait être, quelle pourrait être la solution à part reconstruire les hôtels et des marinas. Et des marinas. Déjà, si au moins on avait un calendrier, ils pourraient sûrement y voir plus clair. Et ensuite, c'est sûr que c'est lié au manque de structure. Donc. On ne le dit pas souvent, mais c'est vrai que les bateaux peuvent aussi accueillir des touristes, donc ça représente aussi un équivalent d'hébergement comme une chambre d'hôtel. Donc on peut passer la nuit sur un bateau, on peut venir en vacances et être hébergé uniquement sur un bateau. Oui, exactement. Il y a toute une population qui désire ce type de vacances. Donc qui arrivent sur le territoire, louent un bateau et vont passer tout leur séjour en bateau sans mettre le pied dans un hôtel parce qu'on rencontre tout le confort, que même voire plus, sur certains bateaux que l'on peut trouver dans un parc hôtelier. Avec certains gros bateaux qui peuvent avoir jusqu'à 4 ou 5 cabines. Oui, et ce n'est pas forcément même des gros bateaux qui ont déjà 4 ou 5 cabines. Donc ça représente quand même environ 15 000 nuitées par an. 11e point de cette liste, l'aménagement des points d'eau. Donc l'espace dans lequel on peut faire des activités nautiques, que ce soit motorisé, non motorisé, jet ski, kitesurf, notamment avec... je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais une saturation peut-être aujourd'hui du seul espace vraiment reconnu et où on fait ces activités, c'est-à-dire Oriente Baie. Exactement, donc Oriente Baie, c'est vraiment le spot touristique pour les activités nautiques, mais pas que, parce que aussi pour tout ce qui est activités de plage avec les transats, etc. Donc c'est vraiment très demandé. Il y a certains sports qui peuvent se pratiquer que là-bas, surtout des sports qui vont dépendre du vent, donc comme le kitesurf, comme le hobbycat, etc. En plus de ça, il y a aussi les activités motorisées qui sont permises étant donné que ce n'est pas un espace de la réserve naturelle. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une suractivité. Une belle activité, on va dire, mais qui demande réglementation. Donc déjà, dans l'eau, le problème, c'est qu'il n'y a pas de balisage. Et ensuite, sur la terre, il n'y a pas de zone de décollage des kitesurf. Il faut savoir que c'est vraiment... côté français, quasiment le seul endroit où on peut faire cette activité. Donc on souhaite qu'il n'y ait pas un prochain accident qui va entraîner l'arrêt de ce sport, ce qui serait complètement, une perte économique, ça serait vraiment pas logique. Donc on souhaite une réglementation avant qu'il se passe quelque chose. Alors d'un côté, on déplore le manque d'activité, d'un autre côté, tout est regroupé au même endroit. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement imaginer, et je crois que c'était dans vos projets, une autre zone, de développer une autre zone d'activité pour les activités qui n'ont pas forcément besoin du vent ?
Oui, tout à fait. Il y a d'autres spots qui sont praticables, mais en effet, par rapport au tourisme, et historiquement, tout s'est développé à la baie orientale. Certaines conditions sont très bonnes là-bas, mais justement, d'autres zones sont à exploiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la demande d'un terrain à Galice Bay pour pouvoir y développer un club nautique qui pourra regrouper autant des activités non motorisées que pourquoi pas avoir motorisé dans l'avenir, mais surtout des activités de paddle, de kayak et même de voile. Ça permettrait aussi de pouvoir un peu désaturer certains endroits. Et donc on en arrive au dernier point de des problèmes soulevés lors de cette réunion, c'est la coopération entre la partie française et la partie hollandaise, un manque d'uniformisation de la réglementation qui peut engendrer une concurrence déloyale. En effet, comme dans de nombreux secteurs, il n'y a pas d'uniformisation de la réglementation et ce qui fait que ça peut être néfaste pour l'économie de nos opérateurs côté français. Donc on peut le voir dans différents secteurs, notamment par exemple au niveau de la plongée, où ici tous les moniteurs doivent être brevetés d'État. Donc, en partie française. En partie française. Alors que côté hollandais, ce sont le diplôme international du PADI, donc ce qui fait que le coût n'est pas le même pour les plongeurs et forcément ils ont tendance à aller plutôt du côté hollandais. Voilà, ils sont plus en confiance par rapport à leur diplôme. Une concurrence déloyale, puisque le touriste qui va venir ici, il va forcément aller là où on lui propose ce qu'il connaît et ce qu'il peut se payer, et donc c'est souvent en partie hollandaise. Voilà, on peut l'interpréter comme ça. Après, c'est la réglementation française, le PADI est la réglementation internationale. Donc c'est un sujet qui peut être un peu sensible. Et il y a plusieurs points comme ça, notamment aussi sur la capacité de passagers sur un bateau qui n'est pas la même entre les deux. Voilà, sur les gros bateaux à voile, un opérateur du côté français pourra accueillir 28 personnes maximum, alors qu'un opérateur hollandais pourra en accueillir quasiment 4 fois plus. Donc au niveau du prix moyen de vente du ticket, ça ne va pas être le même, ce qui fait que forcément la fréquentation ne va pas être la même aussi. Alors comme chaque semaine, on vous donne un chiffre sur lequel vous réagissez. Aujourd'hui, c'est 120. Et ce chiffre, c'est le nombre de bateaux à la location qu'on peut trouver en partie française. Alors, c'est exactement. Donc, c'est le nombre de bateaux qui est attendu à Saint-Martin pour cette saison, hein, donc qui n'a pas encore tout à fait démarré. Donc, ce sont les bateaux qui vont pas tarder à arriver sur le territoire. Donc, ça représente environ 400 personnes à bord des bateaux. Si on compte environ 25 semaines de saison touristique, ça va arriver à 10 000 nuitées et donc environ 15 000 passagers. D'accord. C'est un chiffre qui est en baisse par rapport à avant Irma, puisque avant Irma c'était plus de 200. C'était aux alentours on estimait aux alentours de 200 un peu avant Irma. Donc en effet, on retrouve pas encore le même nombre de personnes qui vont pouvoir profiter de ce secteur du tourisme à Saint-Martin, mais on voit une très très nette amélioration par rapport aux 2 ans qui ont suivi Irma. Il y a une augmentation depuis Irma, mais on n'est pas encore au chiffre. Pas encore au top, dû en partie au manque de structure de l'île. Ouais. Niveau actualité, puisque vous avez une actualité métimère à plein d'événements, notamment un événement qui arrive très bientôt et un événement annuel. Tout à fait. Donc là, d'ici maintenant un mois, on va faire le Sea Discovery Day. Donc c'est à peu près, je crois, la 15e édition. C'est-à-dire qu'on emmène plus de 200 enfants. Même maintenant, on arrive à faire quasiment 250 enfants plus accompagnateurs direction Tintamarre. Donc en fait, ce sont les entreprises qui ont des locations de bateaux qui emmènent nos jeunes sur l'île. Ensuite, on leur fait passer une journée à la fois pédagogique et récréative, en partie avec la réserve naturelle. On leur offre le casse-croûte, ils s'amusent avec leurs professeurs, entre eux. Le tout, bien sûr, sécurisé avec les sauveteurs, la SNSM, tout ce qu'il faut. Et on les ramène direction Saint-Martin vers 16-17 heures le soir. Donc pour la plupart, c'est la première fois qu'ils naviguent, qui voient leur île depuis la mer. Très belle journée. Et vous serez aussi très bientôt à Paris pour le Salon du Nautisme. Tout à fait. Pour la 3e fois consécutive, la Fédération des industries nautiques nous invite au Salon nautique. Donc pour la première année, il s'agissait de montrer qu'on était toujours là, que Saint-Martin sera prochainement encore une très belle destination
pour pas qu'ils nous rayent de la carte, on va dire. La deuxième année, on a montré que la zone était navigable, donc que les plaisanciers pouvaient quand même venir, même si à terre il restait beaucoup de stigmates, nos eaux étaient toujours aussi belles et nos îles voisines également. Et donc pour cette troisième année, voilà, c'est pour montrer le nouveau Saint-Martin. Donc on va aller au salon avec la collectivité, on espère, et être ouvert aux investisseurs. Et donc on a besoin de réponses pour ça. Et c'est également pour ceci qu'on a demandé ces rendez-vous avant le salon nautique. Mais écoutez, merci beaucoup. Et puis on tâchera de vous réinviter à la suite de la réunion et à la suite du salon du nautisme. Avec plaisir. Merci. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MagEco.